Au cours du mois de février, j'ai clairement misé sur la qualité plutôt que la quantité. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le quoi de neuf du mois de février. Alors février, on est déjà rendu au mois de mars, ça passe vite. On se rappelle l'année passée, qu'est-ce qui a commencé en mars. Donc je dirais que le temps va tellement vite, c'est incroyable. Mais là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de ma revue des jeux du mois. Alors premièrement, je tiens à le dire, j'ai clairement misé sur la qualité plutôt que la quantité. Donc, habituellement, je calcule mes parties et là, encore une fois, je ne veux pas faire pitié, je sais que je joue probablement beaucoup plus de parties que la plupart des gens, mais on s'habitue avec un rythme comme ça, d'aligner les parties, d'aligner les différents. Et là, je dirais que j'ai beaucoup moins joué, je dirais, mais c'est pas nécessairement parce que j'ai moins joué que j'ai moins de choses à vous dire, bien au contraire, parce que je dirais que la plupart des jeux que j'ai joués ce mois-ci ont été d'une qualité incroyable. Alors, j'y vais immédiatement avec mes petites statistiques personnelles. J'ai joué 20 parties ce mois-ci de 9 jeux différents et là-dedans, il y en a 6 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, c'est mon plus bas total, j'ai regardé mes statistiques, c'est mon plus bas total depuis le mois de juin 2015 où j'avais fait également 20 parties. Sinon, habituellement, bon, j'ai tendance à jouer un peu plus que ça. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup joué que j'ai rien à vous dire, bien au contraire. Alors, je vais commencer immédiatement avec mon challenge. Et oui, ma résolution ludique de l'année, je dirais que ça va pas très bien. L'année passée, je m'étais donné une dure résolution en essayant de ne plus avoir de jeux non joués de ma collection, que j'ai réussi de peine et misère avec des gros blitz de jeux. Et là, je m'étais fait une liste de 42 jeux que je voulais absolument rejouer et je n'ai pas eu l'occasion de passer à travers cette liste-là. J'ai seulement 3 jeux que j'ai joués ce mois-ci qui ont fait descendre ma liste. Alors, Wingspan, je voulais tester l'extension Océanie. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va probablement venir sur la chaîne très bientôt. J'ai également rejoué à Healthy Heart Hospital, un jeu où on doit gérer un hôpital que j'ai bien aimé. Encore une fois, j'en ai déjà parlé avant, donc je ne m'éterniserai pas non plus là-dessus. J'ai également joué une partie de Maximum Apocalypse, un jeu coopératif également que j'ai joué en solo, que j'aime beaucoup. Mais c'est tous des jeux que j'ai déjà parlé. Je vais immédiatement y aller avec les trucs nouveaux et intéressants du mois. Alors, je commence immédiatement avec Cloud Age. Alors, mon collègue JP en a déjà parlé, il disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'attentes pour Cloud Age, même si c'est le designer Alexander Pfister, et ses attentes étaient assez basses par rapport à ça, malgré le fait qu'il aime le designer. Pour ma part, quand je l'ai vu arriver, je m'intéressais un peu de loin à ce jeu-là. J'avais vu Alexander Pfister, j'avais vu Cloud Age un peu, et moi, ce qui m'avait intéressé, c'est le fait que c'est un jeu qui est un peu plus simple, un peu moins complexe de Pfister. Et pour ça, un jeu qui se joue d'habitude en une demi-heure, 45 minutes, New Dale, Expedition to New Dale était tombé directement dans mes cordes et c'est un jeu qui se durait à vrai dans ce temps-là. Donc, lorsque je suis arrivé avec l'idée de Cloud Age, j'avais bien hâte d'essayer ça. Alors, j'ai joué quelques parties et je dirais que c'est drôle parce que la première partie, j'ai comme joué de manière un peu solitaire, un peu mécanique, essayer d'apprendre un peu le jeu et souvent c'est ça va être une exploration. Ma première partie, j'ai pas été tant enivré que ça du jeu, j'ai trouvé ça intéressant, des bons concepts, mais c'est en rejoignant le premier scénario, et là, la première partie, souvent, comme je dis, là, je vais faire un peu, pas n'importe quoi, là, mais je vais explorer un peu le jeu, voir un peu le mécanisme, m'assurer que le ligne dans les règles un petit peu, pour m'assurer que je le joue bien. Mais là, ma deuxième partie, et à ma troisième partie, oh, là, par exemple, j'ai trouvé que le jeu avait un petit envol. J'ai pas encore commencé en long et en large la campagne. J'ai fait les 2 premiers scénarios. Donc, j'ai fait le premier scénario quelques fois pour me familiariser avec le jeu. Mais là, j'ai commencé la petite campagne. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça, c'est bien pensé. Je dirais que au départ, on a justement, bon, les tuiles qui sont placées. On a un petit dirigeable. Là, on voit, c'est une espèce, on va se déplacer. Et là, on va visiter de ville en ville, essayer d'affronter les milices. Et comme JP le disait, c'est drôle parce que s'il y a bien des choses que j'avais, je savais qu'il y avait un petit côté narratif, une trame narrative à ce jeu-là, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. Moi, je voulais voir les mécanismes, Shake Fister et bon, et je m'étais fait dire, on aime ça les petites combos, les petites combines, des choses comme ça.
Et lorsque moi j'ai commencé à jouer au jeu, c'est surtout cette optique-là que je regardais. Mais là, de voir un peu l'histoire, je trouve ça intéressant qu'il ait rajouté un petit peu. Non, c'est pas un jeu incroyablement narratif, mais je trouve ça agréable de voir le suivi que ça va faire. Donc, comme je dis, j'ai pas commencé vraiment la campagne, seulement au deuxième scénario, mais je trouve ça très intéressant et c'est un jeu que j'ai envie de rejouer parce que souvent, bon, on va jouer des jeux, on va les trouver bons, mais encore une fois, dans mes throwbacks, on va le voir souvent. C'est souvent des jeux qui vont peut-être tomber dans l'oubli. Cloud Age, j'ai envie de continuer, j'ai envie de vouloir explorer un peu ce jeu-là un peu plus, puis j'ai l'impression que plus on joue et plus on s'améliore, parce que la première partie, ça a été ridicule, mon score. Ensuite de ça, et là, péniblement, j'ai réussi à avoir une étoile parce que le jeu, bon, on doit faire certains objectifs et un score à faire. Et là, on a un certain nombre d'étoiles, mais j'ai su que le premier scénario était peut-être assez difficile côté points. Ils ont rajusté un peu la donne. Là. Je sais que j'avais lu quelque chose de similaire sur Board Game Geek, mais pour ma part, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Je continue avec un jeu qui s'appelle Paléo. Eh bien, Paléo, je l'ai présenté sur la chaîne. Une présentation parce que j'avais pas joué énormément. J'ai joué quelques parties de plus. Encore une fois, toujours le même premier scénario. Et c'est drôle parce que le jeu a beaucoup de scénarios qu'on peut mélanger, mais je finis par rejouer le premier scénario. Et là, c'est mon espèce d'habitude de dire, oh, je vais bien explorer le jeu, je vais bien le découvrir, bien maîtriser le jeu. Là, je comprends très bien les règles, mais j'ai encore beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Donc, dans Paléo, c'est un jeu de survie coopératif et ce qui est intéressant, c'est l'élément de coopération. Et là, je sais, il y a un mode solo qu'on peut jouer seulement avec un dé qui vient... Non. Moi, j'ai mis ça de côté. J'ai joué avec 2 personnages et l'idée intéressante de Paléo, c'est que pour affronter certains périples, il va falloir s'aider. Donc, aider l'adversaire, pas l'adversaire, pardon, aider notre coéquipier, parce qu'on fait partie d'une tribu et on va devoir... prendre notre tour pour essayer de peut-être donner de nos attributs, donner nos skills qu'on va avoir, donc des habiletés spéciales. Et là, l'autre joueur, et là, je trouve que c'était cet aspect de coopération-là qui rend le jeu très intéressant. Un bon système de cartes. J'ai trouvé que le matériel était très beau. C'est un jeu que j'ai hâte de continuer de découvrir. C'est un beau jeu, une belle présentation. Personnellement, j'ai rien à redire contre ce jeu-là. C'est très difficile, mais encore là, pour moi, c'est un gros plus. Paléo, d'ailleurs, si jamais vous voulez voir, vous pouvez regarder ici. Ciao! Ma vidéo de présentation. Vous allez voir un peu plus sur le jeu. Je continue avec un jeu de dinosaures. Eh oui, hein, les jeux de dinosaures. Le jeu, c'est Apex Theropod. Alors, premièrement, Apex Theropod est un jeu qui existe depuis déjà plusieurs années. C'est un jeu qui avait déjà eu une campagne Kickstarter, un jeu avec une distribution très limitée, je dirais. Donc, c'est pas un jeu qui était facile à obtenir. C'est pas toutes les boutiques qui en tenaient en stock. Et même là, avec le temps, ça devenait un peu plus difficile. L'an dernier, il y a un nouveau projet Kickstarter, donc une version Collected qu'ils ont appelé. Donc, le jeu avait plusieurs extensions et encore une fois, c'était plutôt difficile de mettre la main sur les extensions individuellement. Et là, ils ont décidé de prendre la boîte et de faire une espèce de melting pot. Ils ont pris les 7 extensions du jeu, envoyé dans la boîte, gros projet Kickstarter. Mais là, lorsque j'ai commencé à voir des images qui arrivaient sur Internet, ça m'a rappelé un peu ce jeu-là que j'avais déjà vu, que je m'étais comme plus ou moins intéressé. Mais là, en me renseignant un peu plus, en ayant un petit peu plus de connaissances ludiques, je me suis rendu compte, hey, c'est vraiment un jeu qui pourrait peut-être être dans mes cordes. Mais là, malheureusement, j'avais passé la campagne Kickstarter. Donc, j'ai trouvé une copie de la vieille version, de la deuxième édition du jeu, mais la plus vieille, avec quelques extensions dedans. Donc, j'étais très heureux d'avoir mis la main là-dessus. J'ai commencé à jouer, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et là, à notre boutique partenaire imaginaire, le jeu est apparu en version collected, la grosse version, et je n'ai pas pu résister à la tentation de vouloir acquérir cette version-là. Donc, finalement, j'ai vendu ma version, ma deuxième édition, parce que, on s'entend, c'est peut-être le petit côté collectionneur en moi qui voulait absolument avoir toutes les extensions. C'est aucunement nécessaire, mais d'avoir la version 2.0, si on veut, là, j'avais vraiment le goût, et c'est un jeu que j'ai joué et que j'ai aimé. Donc, en ayant la version collected, j'ai rejoué, encore une fois, un excellent jeu. Je pense que d'ailleurs, je vais vous le présenter sur la chaîne très bientôt. Apex Theropod, un jeu de dinosaures qui me fait peut-être penser un peu à Legendary, donc Legendary Marvel, qui est un jeu que j'avais beaucoup aimé, mais apprêté avec les dinosaures. Et ce qui est intéressant, et là, j'ai uniquement joué en solo. Et savez-vous quoi, en solo, je le trouve excellent pour une chose, c'est que le jeu a un concept de boss. Donc, on va affronter un boss qui va être dans le deck, donc qui va être caché dans le deck de la chasse. Donc, si on veut, l'espèce de rivière qui va avoir des dinosaures qu'on va pouvoir attaquer. Et lorsque le boss arrive, toutes les autres cartes s'en vont en dessous du deck et on a le choix. Est-ce qu'on affronte le boss ou on se sauve? Et là, si on se sauve, on va perdre notre tour essentiellement et le boss va retourner en dessous du paquet. Le hic, c'est qu'on a un nombre limité de tours. Donc, selon le niveau de difficulté qu'on choisit, on a peut-être 10 à 12 tours qu'il va avoir. Donc, si jamais on décide de voir le boss et de se sauver, et là, ben,
falloir que le boss aille en tour et là, ça va cycler le deck. Et il va falloir faire attention parce que le timer est vraiment, vraiment bien pensé. J'ai trouvé ça le fun. J'ai joué quelques parties déjà. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Encore une fois, la preuve, j'ai acquis la grosse édition, mais c'est vraiment un jeu, c'est un bon concept, ça coule bien, ça dure peut-être une demi-heure, 45 minutes, t'es parti en solitaire, et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Apex Theropod. Je continue avec un jeu de Monsieur Uwe Rosenberg que j'appelle Alerto. Donc, Alerto est son dernier jeu. Et là, bien entendu, qui dit Rosenberg dit un jeu de ferme, un jeu de gestion de ressources et de placement d'ouvriers. Hein? Quelle surprise! Mais c'est drôle parce que, malgré le fait que Rosenberg revient souvent dans ses petites bottines, il nous offre des jeux qui sont intéressants, qui sont différents. Et là, c'est drôle parce que ça faisait un bout de temps que je m'étais pas intéressé à un nouveau titre de Rosenberg. Je sais qu'il y a Récolte qui est passé un peu avant, Nusfjord que j'ai pas joué. Je sais pas, il manquait un petit quelque chose. Mais quand Alerto est arrivé, oh, là, j'ai vu, il y a un petit concept intéressant de gestion de cartes. Et c'est là-dessus que tourne complètement le jeu, la gestion de cartes. Et là, premièrement, je tiens à le dire, mon collègue JP vous a parlé de Alerto. Mon collègue JP vous a parlé du système de ressources qui fonctionnait pas du tout. Eh bien, mon collègue JP est complètement dans le champ. Et vous voyez qu'est-ce que je fais? Une blague de Rosenberg en parlant de champ. Pour ma part, je n'ai pas trouvé que le système de ressources était mal fait parce que avant, je pense que j'étais le premier à aimer ça, manipuler un paquet de ressources. Là. On reçoit 10 bois, là, je prends petits jetons de bois, puis là, je me fais des petites piles, j'aimais ça. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était énormément de manipulations inutiles qu'il y avait à manipuler plusieurs ressources du même type. Et là, de plus en plus, il y a des multiplicateurs, des jeux qui viennent avec des petits multiplicateurs, et je me suis mis à me servir beaucoup plus de ça. Donc, dans Alerto, ce qu'on a, c'est qu'on a une gradation de 1 à 5, et on va déplacer les ressources pour les monter, et lorsqu'on va les utiliser, on va pouvoir s'ajuster avec le gradateur comme ça. Et si on a plus de ressources, on va pouvoir en placer. Mais là, je tiens à demander comment mon collègue JP a fait pour avoir de la misère à gérer toutes ces ressources-là. Les ressources sont tellement gérées vraiment, vraiment serrées. On n'a jamais de surplus de ressources. Si on a du surplus de ressources, à la fin de notre tour, c'est certain qu'on va toutes les passer pour pouvoir essayer d'optimiser nos choses. Donc, je ne sais pas comment il a joué, mais il a probablement fait bien des erreurs parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Ceci dit, Alerto, ce que j'ai vraiment aimé, justement, le système de gestion de cartes, de gestion de ressources, c'est un jeu qui est bien pensé, c'est un jeu qui est très agréable, un jeu qui se joue très bien en solo, et malgré le fait que ce soit un jeu où on doit battre notre propre score, qui habituellement, c'est vraiment quelque chose que je suis tanné. Je veux un objectif, je veux un challenge, je veux un automa, je veux un adversaire, mais je veux pas être obligé de vaincre mon propre score. Eh bien, dans Alerto, j'aime ça. J'ai envie d'essayer de battre mon propre score et je trouve que le jeu est tellement bien pensé. D'ailleurs, c'est un autre jeu que je vais vous présenter sur la chaîne au courant du mois. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Super Skill Pinball 4Cade. Alors, Super Skill Pinball est un jeu de roll and write. Et là, ceux qui me connaissent vont savoir, roll and write. Je dirais que je suis un peu blasé. Il y a eu tellement de roll and write qui sont sortis. Certains excellents. Depuis Gunshot Clever, très futé, qui est sorti, il y a énormément de roll and write qui sont sortis. On dirait une espèce de blitz. Et là, au début, c'est le fun, je vais les essayer, Même à un moment donné, OK, je pense que j'ai fait le tour. Quand j'ai vu Super Skills Pinball, je me suis dit, un roll and write très original. Et là, une chose qui m'a donné le goût de l'essayer, c'est le designer, c'est Jeff Engelstein. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jeff Engelstein est une sommité au niveau ludique. Donc il a écrit des livres sur le mécanisme. C'est vraiment, si jamais vous n'avez pas écouté sur son podcast, il y a un podcast qui s'appelle Ludology. Sinon il fait des interventions sur le Dice Tower aussi, sur les podcasts. Un homme tellement intelligent et tellement intéressant à écouter. Donc, quand j'ai vu que c'est lui qui avait travaillé sur le design pour la compagnie WizKids pour ce jeu-là, j'ai tout de suite été intrigué. Et je dirais que malgré le fait que Super Skills Pinball est un jeu très solitaire, c'est une expérience de jeu solitaire parce qu'on a des dés, on va brasser les dés et là, tout le monde utilise les mêmes dés pour pouvoir faire les actions. Donc, il n'y a pas d'interaction avec les autres joueurs. C'est un exercice solitaire. On va comparer notre score avec les autres joueurs. C'est uniquement ça qu'il faut avoir. Et là, on va brasser les dés, on va appliquer les résultats. On va brasser les dés, appliquer les résultats. Et là, ça se trouve être une petite machine de pinball. Et là, dans la boîte, il vient avec 4 tables différentes, avec des mécanismes un peu différents. Et là, lorsqu'on va arriver avec la balle, avec le dé, on va pouvoir choisir où qu'on va aller, mais la balle va toujours redescendre jusqu'à temps qu'elle arrive au petit flipper en bas. Et là, on va rayer. Et là, plus ça va aller, moins on va avoir de chance d'avoir les bons dés pour pouvoir justement réussir à flipper. Et là, la première partie, on joue, c'est un peu long, je joue à 2 joueurs, je suis comme un peu là. Mais plus on joue,
Et là, ça devient instinctif. Et là, lorsqu'on joue en solo, c'est très rapide. On brasse les dés, check, brasse les dés, check, brasse les dés, check. Et là, on a vraiment une petite feeling de pinball. Et là, je pense qu'il n'y a aucun jeu de ma connaissance qui utilise ce concept-là. Et le fait que j'ai vraiment un sentiment d'avoir justement la petite balle qui rebondit, bon, c'est certain, c'est pas, on n'a pas l'impression tactile d'une machine à boules, mais le feeling de marquer des points, d'aller sur les petits buzzers, d'aller sur les petits bumpers, des choses comme ça. Et j'ai vraiment trouver ça agréable et différent comme jeu. Ce qui est intéressant, c'est que sur Internet, là, on a fait un petit groupe où on peut mettre nos scores. Et là, je trouve ça le fun parce que jouer en solitaire, c'est vaincre notre propre score, bien entendu. Mais là, en ayant une table, on a comme l'impression d'aller à la machine de pinball et de marquer notre score. Donc, c'est vraiment amusant. C'est un jeu qui, oui, c'est une expérience solitaire, mais j'ai trouvé ça original et j'ai vraiment aimé ça. D'ailleurs, vous allez voir aussi sur la chaîne, je vais probablement vous en parler, mais je ne serai pas seul. En fait, c'est plus Vincent qui va vous en parler et qui ne sera pas seul parce que je vais venir faire une intervention parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu la même expérience de jeu, lui et moi. Je continue avec le dernier jeu de ma liste. Hein. Ben oui, écoute, tous des jeux qui ont passé, si on veut, je pense qu'ils vont rester dans ma collection ou qu'il y a des jeux que j'adore. Et le prochain n'en fait pas exception. C'est le jeu Adventure Tactics Domian's Tower. Alors, premièrement, c'est un projet Kickstarter que j'avais pas assez proche de backer à l'époque, mais que, bon, bien entendu, comme énormément de projets Kickstarter arrivent, j'avais choisi de mettre de côté. Donc, lorsque le jeu a commencé à être livré, là, j'ai commencé à voir les images arriver, et là, c'est intéressant. Je dirais que pour simplifier, pour les gens qui ont connu le jeu Final Fantasy Tactique, c'est clairement Final Tactique, le jeu de société. Un combat sur une grille, bon, on a un personnage, on a des personnages, on va contrôler un party, donc un groupe de personnages, donc de 3 à 5 personnages, et ça, peu importe le nombre de joueurs, on va devoir se diviser ça. Et il va y avoir des missions. Donc, on a un livre de campagne, et là, le livre va nous dire certains scénarios, on va avoir des choix à faire. Et lorsqu'on va placer les cartes, et là, c'est drôle parce que souvent, des jeux, on va placer beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses. Ici, c'est vraiment juste des petits carrés, donc des petites grilles, je pense, de 8 par 8, quelque chose comme ça, qu'on va placer une à côté de l'autre. Selon un certain agencement, on va placer certains monstres. Et encore une fois, les monstres, c'est pas un paquet de miniatures, c'est des standees. Et là, je sais que le débat fait toujours rage avec ça. D'ailleurs, Vincent vous en a parlé dans sa vidéo des choses à ne pas faire avec Kickstarter. Mais le jeu a choisi d'utiliser des standees et pour ma part, je trouve que ça donne vraiment un beau cachet au jeu. Donc, un jeu de combat tactique, une histoire comme ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça se démarque? C'est le système de level. Donc, si jamais vous avez joué à Final Tactique, on a un concept qui s'appelle des jobs. Donc, on a un personnage qui va être un niveau 1 de quelque chose, va pouvoir monter au niveau 2, niveau 3, mais à un moment donné, il va pouvoir se recycler et faire d'autres choses. Et là, on vient mélanger différents niveaux de personnages. Adventure Tactics reprend ce concept-là avec un système vraiment génial parce qu'à la fin de chacun des tableaux, on va monter de niveau. Et lorsqu'on monte de niveau, on a le choix, on peut prendre un niveau supérieur de ce qu'on est déjà. Donc, par exemple, je suis un guerrier, je peux devenir un guerrier niveau 2, mais sinon, je peux devenir un mage. Et là, je vais être un guerrier niveau 1, mage niveau 1. Et là, le jeu vient avec des classes de base, mais des classes élites, donc des permutations. Donc, si jamais je veux devenir un Dark Knight, je vais pouvoir être, si jamais je suis magicien niveau 1 et guerrier niveau 1, lorsque je vais monter de niveau, au lieu de devenir un niveau 2 d'un de ceux-là, je vais pouvoir changer de devenir un Dark Knight niveau 1. Et là, Dark Knight niveau 2, et là, on va pouvoir changer comme ça, essayer de trouver des combos de personnages. Le jeu est avec différentes classes et je trouve que le système de level up est tellement bien pensé. Et là, non, c'est certain, on peut pas tout mélanger ces classes-là de manière un peu chaotique, mais le jeu a certains barèmes, certains types de personnages qui vont demander un certain nombre de niveaux. On peut également décider de rester niveau 1 des 4 classes de base pour devenir un champion. Et là, chaque fois qu'on va avoir des nouvelles classes, on va avoir des nouvelles cartes, des nouvelles habilités, des nouveaux perks, ce qu'on appelle, donc des petits bonus qu'on a à chacun des tableaux, si on veut. Et le système de campagne fait en sorte que c'est pas une campagne qui est énormément longue. C'est une campagne que lorsqu'on termine, on a un personnage qui est quand même assez levelé et on a envie de recommencer. C'est pas comme si, là, je l'ai fini, je le referai plus jamais. Non, parce qu'on modifie rien dans le jeu. C'est vraiment des choix qu'on fait. Et ça donne un petit goût de revenez-y. C'est le fun de monter de niveau. Je trouve ça vraiment trippant. Et la chose qui fait en sorte que j'aime encore plus le jeu, c'est que, au départ, je me suis dit, c'est joli. Je vais être franc, c'est presque un peu un Gloomhaven Light, OK? Et là, je parle de Gloomhaven Light, c'est vraiment, ça n'a pas la stature de Gloomhaven, mais le concept d'exploration, le concept de personnages, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, je pourrais peut-être essayer de le montrer à ma fille. Alors, ma fille a 9 ans, elle aime ça, les jeux de société. Des fois, bon, ça faut qu'elle soit dans le bon mood pour pouvoir montrer un jeu. Mais lorsque j'ai vu ça, j'ai vu des beaux personnages. Et là, c'est drôle parce que, justement, très cartoony, des beaux personnages. Je dirais que la boîte est très belle. Et là, lorsqu'elle a vu ça, les personnages, c'est intéressant. Et là, on a commencé à faire une partie. Et là,
Elle a vraiment aimé ça. Et là, le fait de monter de niveau, là, elle aime ça de découvrir des personnages. Elle regardait le livre des classes, donc regardez qu'est-ce qu'elle peut faire. Et là, on modifie notre deck, des choses comme ça. Donc, Adventure Tactics, un jeu que j'adore, un jeu que j'aime beaucoup, un jeu que j'aime partager avec ma fille. On fait la campagne. Et habituellement, bon, on va sauter tout le temps d'un jeu à l'autre, mais là, ma fille a vraiment envie de continuer la campagne et ça tombe bien, moi aussi. Donc, une excellente expérience de jeu que j'ai vraiment appréciée. Donc, ça fait le tour de mes jeux. Écoutez, gars, là-dessus, je pense que les 6 jeux que je vous ai parlé, c'est 6 jeux que j'aime, que j'adore et que vraiment, j'ai rien à redire contre ça. C'est tous des jeux que j'ai envie de redécouvrir, j'ai envie de rejouer. C'est vraiment des jeux que j'apprécie énormément. Si jamais il y a des jeux qui vous intéressent, mettez dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire et j'aime vraiment ça parce que je vais essayer de répondre à tout le monde. Bon, certain que ça se peut que j'échappe un peu un commentaire ou deux de temps en temps, mais j'aime vraiment ça d'avoir de l'interaction avec vous, de discuter avec vous. Je trouve ça vraiment agréable d'avoir votre idée. Avez-vous joué à un de ces jeux-là? Quel est votre avis à vous? Gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. On va faire une petite jasette là-dessus. Vous avez aimé la vidéo? Bien, faites un petit pouce en l'air, hein? C'est une petite chose, on le répète souvent, mais c'est un petit clic qui fait bien plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, qu'attendez-vous? Hein? Je pense que si jamais vous écoutez ces vidéos-là, c'est peut-être que vous avez un intérêt. Encore une fois, c'est juste un petit clic, mais ce petit clic-là, dites-vous que c'est vraiment bon pour faire progresser la chaîne et c'est vraiment agréable de voir le support que vous nous donnez. Alors, au courant du mois, écoutez, je pense que je vous ai déjà parlé de quelques vidéos que je vais faire. Je vais continuer mon top 100 aussi. On arrive proche du top 50 et là, je vais commencer enfin. Ça s'en vient de mieux en mieux. J'ai tellement hâte de vous présenter mes prochains choix. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi je prends autant mon temps. Bon, c'est certain, je veux faire durer le plaisir, mais pas pour vous faire niaiser, pour moi, me faire durer le plaisir. Ben, j'aime vraiment ça, de vous partager ces jeux-là, de prendre le temps de pouvoir vous expliquer pourquoi j'ai aimé certains jeux plus que d'autres et faire progresser à travers mon top 100, un exercice que j'ai adoré faire. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ma vidéo. Encore une fois, allez, gênez-vous pas dans les commentaires. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire via notre campagne Patreon. Donc, vous allez aller voir le lien pour pouvoir voir un peu plus de détails. D'ailleurs, parlant du Patreon, je tiens à remercier les personnes suivantes pour leur implication avec la chaîne. Alors, Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Martin Dupuis, Sylvain Roy, Josiane Lauzon, David Favre, Miguel Piette, Jessica Hébert-Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau et Rosalie Gélina. Alors, merci beaucoup de votre support. Donc, c'est grâce à vous et à tout le monde qui nous écoute qu'on peut continuer de faire qu'est-ce qu'on fait avec autant de motivation et autant de passion. Donc, c'était Sylvain, à l'école du jeu et on se dit à la prochaine!